Alors bonjour à tous. On n'est pas nombreux, mais on n'était pas extrêmement inquiets sur cette certitude-là, parce que même si le sujet est éminemment important, il est un peu en parallèle des négociations. Et sur des sujets beaucoup plus techniques, comme vous l'avez vu sur le pavillon de la francophonie et ou le nôtre, très clairement, il y avait toujours foule. Donc ce qui prouve peut-être qu'au-delà de ce discours de négociation, peut-être recréer le lien dont on va vous parler entre le citoyen et des sujets particulièrement importants, est quand même assez essentiel. Et j'aurais même tendance à dire que c'est peut-être ça qui pourrait faire bouger les choses au-delà de ce qui se passe dans les enceintes des négociations. Alors, peut-être en quelques mots, donc moi je me présente, Stéphane Poufari, je suis le DG d'Énergie 1050. Je crois que la plupart d'entre vous sont déjà passés sur le pavillon. À ma droite, nous avons Louis-Noël Gel de la francophonie, que vous connaissez tous, et qui dira quelques mots aussi. Et puis vous avez à côté Sarah, mais je ne me souviens plus du nom de famille. Sarah Kakoub. Voilà, qui est de Alternative, qui est donc au Canada. Alors, peut-être 2-3 petits mots pour vous expliquer pourquoi on a voulu cette exposition, qui en est quand même à sa 5e édition, et qu'est-ce qu'elle veut dire pour nous, et aussi pourquoi on a la chance d'avoir des acteurs importants comme la francophonie, gouvernements locaux unis d'Afrique, plus d'autres, des écoles d'art ou autres, qui se sont mobilisés autour de ces dynamiques. Et vous avez les expositions, une partie de l'exposition qui est sur les murs de la francophonie. On a changé les panneaux la semaine dernière, parce qu'on a eu beaucoup de contributions. Évidemment, on ne peut pas toutes les exposer, mais voilà. Donc, peut-être pour vous rappeler que nous, déjà, Énergie 1050, comme certains d'entre vous le savent, par nature, par essence, on travaille sur la transversalité. Ça veut dire quoi? On était bien avant l'accord de Paris, en essayant de comprendre par réaction dans nos précédents métiers respectifs, que l'approche verticale par silo n'avait pas de sens et que souvent, le chemin faisant et le temps faisant, on répétait un peu les mêmes solutions, les mêmes discours, et que finalement l'agenda international avançait peu. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une agitation en termes d'accord, en termes de dynamique. On se voit avec certains régulièrement dans de grandes conférences, en grandes conférences, qu'elles soient sectorielles, Habitat 3 ou autres, qu'elles soient globales, Rio, qu'elles soient climatiques, qu'elle soit sur d'autres axes, bâtiments, villes ou autres, et qu'à un moment donné, finalement, ça ne marche pas tant que ça. Alors, preuve en est qu'au niveau politique, dans l'accord de Paris, vous le savez, maintenant, il y a eu aussi cette approche bottom-up, ascendante, qui fait que normalement les pays ont eux-mêmes dit ce qu'ils pouvaient faire dans leur feuille de route. Formidable, c'est une grande nouveauté, mais néanmoins, on reste quand même dans une approche quand même un petit peu classique, puisque finalement, cette bonne volonté de chacun, on compte qu'elle soit suffisamment ambitieuse et solidaire pour qu'on puisse collectivement aller sur une trajectoire de 2 degrés, voire 1,5. Et je crois que vous le savez tous, aujourd'hui, on n'est pas sur la bonne trajectoire, parce que même si on additionne toutes les contributions prévues, déterminées au niveau national, ou toutes les contributions déterminées au niveau national, on est plutôt sur une trajectoire 3,5. Alors là, on va arriver progressivement au sujet, vous allez le comprendre. Et donc, bien évidemment, même si on plaide une transversalité réappropriée, parce que ça fait quand même des décennies, moi ça fait 30 ans que je travaille sur ces sujets-là, et depuis 30 ans on parle de transversalité. Donc même si désormais on a fait un exercice collégial au niveau des pays pour monter ces données, pour intégrer l'ensemble des forces vives d'un pays, l'exercice n'est pas au rendez-vous, parce qu'on va revenir un peu à la genèse de cette convention, il manque peut-être quelques concepts qui devraient quand même peut-être être au haut de l'agenda, pour nous rappeler qu'il y a d'autres calendriers que le calendrier des négociations, et que nous n'avons pas un calendrier élastique. Alors juste pour vous rappeler pourquoi on est préoccupé, si on prend les rapports scientifiques aujourd'hui du GIEC, qui je vous le rappelle va devenir consultatif dans le cadre du dialogue de facilitation 2018, où on va revoir l'ambition des CPDN, des CDN, ce que je viens de vous expliquer qui n'était pas sur la bonne trajectoire, il va devenir cette fois-ci une obligation de prendre en compte les résultats du GIEC. Et le GIEC, très clairement, on connaît déjà les résultats. Il y a X rapports qui sortent chaque année, il y a le Gap Report qui est sorti il y a quelques jours, et bien il va confirmer qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. Alors grande nouvelle, bravo, on va le dire une fois de plus, ça fait que quelques décennies qu'on le dit progressivement avec beaucoup plus d'alerte, mais l'air de rien, si on est sur cette trajectoire, on va confirmer qu'on est dans des scénarios, et là je vais mettre entre guillemets, je ne sais pas ce que dira le GIEC dans son prochain rapport, mais dans le précédent rapport, qui était sorti juste avant l'accord de Paris, il employait des mots quand même assez préoccupants. Il expliquait que si on allait sur une telle trajectoire, on rentrait dans des scénarios, je mets entre guillemets, potentiellement cataclysmiques et irréversibles. Alors bien que la question de l'urgence, elle est quand même bien là, et que
Nous, les experts qui travaillons sur plein de sujets, bâtiments, villes, pour Énergie 2050, carbone, négociation climat, eau, genre, et puis je mettrai des points de suspension, qu'on travaille avec des États et ou avec des acteurs non étatiques, ben, on voit bien quand même que l'agenda qu'on a dans la main, c'est un agenda quand même plus que préoccupant. Alors si aujourd'hui maintenant je croise avec les enjeux de la vulnérabilité déjà constatés par la plupart des pays africains et par la plupart des États insulaires, et qui maintenant se répercutent bien évidemment chez nous, grande nouvelle, on commence aussi à le voir chez nous, bien, mais l'air de rien, il y a quand même déjà de la souffrance, il y a quand même déjà de la migration, et même si aujourd'hui on met le zoom sur les migrations sud-nord, la principale migration se fait sud-sud. Et ça, c'est quelque chose que même vous, souvent, mes amis africains et ou insulaires, puisque je dis ça parce qu'on est tout le temps chez vous dans des projets et des actions, vous avez dû le voir sur notre pavillon, bah, très clairement, c'est très préoccupant. Parce que la plupart du temps, dans ces zones de grande migration, ce sont des zones déjà vulnérables de vos pays. Donc on rajoute par ce phénomène climatique, on exacerbe des zones de grande vulnérabilité déjà. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Je pense par exemple au Niger. Ben, toutes les zones Zindaer autour du lac ou autres, ce sont des zones déjà soumises à d'énormes pressions et ce sont des zones qui reçoivent des flux de population. Donc cette migration-là, elle n'est pas simplement sud-nord telle que les médias veulent nous l'expliquer. Et même quand elle est sud-nord, vous avez compris les grandes polémiques qu'il y a dessus. Alors bien sûr, tout ne peut pas être attribué au climat, mais néanmoins, que ce soit pour des questions économiques, on pourrait quand même faire un petit lien, que ce soit pour des questions tout bêtement de développement, d'instabilité pour l'accès à la ressource, on voit bien qu'on est dans un échiquier pas très stable. Donc c'est pour ça que sur ce type de réflexion, depuis déjà 5 ans, et ça fait déjà d'ailleurs 2 ans que la francophonie est avec nous et on en est honoré, puisqu'on avait déjà décoré leur pavillon à Marrakech, on avait décoré plusieurs pavillons et évidemment la francophonie, vous le savez, pour nous et puis même pour vous, j'imagine, c'est un acteur extrêmement important, puisque chaque fois que lui il parle à 84 pays. Donc c'est quand même important et quand il s'engage, même si là la salle est moins pleine que quand on a fait des événements sur les villes ou d'autres sujets ensemble, là ici pendant cette COP, bah, très clairement on sait que c'est un acteur que les gens écoutent parce qu'il porte une vision et il porte aussi une préoccupation. Donc depuis 5 ans, on a décidé, toujours dans notre vision de la transversalité, qu'on fait des États aux citoyens et sur tous les sujets, d'essayer d'impliquer le citoyen. Mais le citoyen, je vais être très clair, il ne comprend pas nos sujets. Vous avez tous pris ici le super guide de la francophonie pour les négociations, qu'on a le privilège de faire pour eux, mais qui est un document technique lourd. Et si vous expliquez aux citoyens ce qui se passe dans les négos, vous le perdez. Et on arrive à des situations presque des fois un peu schizophréniques. On entend des gens dans la rue qui parlent de causes qui ne sont pas à l'agenda des négociations. Donc on fait plein de bruit autour de ces négociations, mais l'air de rien, les gens ne parlent pas toujours du bon sujet. Donc, depuis déjà plusieurs années, on fait le même guide pour les citoyens. Vous voyez, donc tout le temps, on traduit notre langage d'expert qu'on met en œuvre dans plein de pays, de villes, de territoires ou ailleurs, on le traduit aussi en action citoyenne. Et cette exposition Arts Planet, elle a donc 5 ans d'existence, sans financement, je dois le dire. On a des soutiens institutionnels. Cette année, la francophonie nous a fait le plaisir d'inviter un des participants de cette aventure et de l'association, un bénévole de l'association, bénévole actif. Donc on est déjà très content parce que c'est un petit clin d'œil, mais l'air de rien, c'est quand même un vrai clin d'œil pour nous. Parce qu'on n'a pas voulu demander de budget spécifique pour ça, parce qu'on veut laisser une espèce de liberté, pour l'instant, parce qu'on ne veut pas d'appropriation. On ne veut pas que quelqu'un dise « j'utilise l'émotion pour ». Et donc, quand on a créé cette dynamique, on l'a créée pour que reconnecter chacun d'entre nous, au-delà de nos métiers respectifs, à ce que nous on appelle l'émotion. Alors c'est pas l'émotion un petit peu là-haut, là, dans la tête, quand on voit un enfant qui meurt sur une plage, parce que c'est vrai que c'est triste. Mais une fois qu'on a oublié la photo qui a fait la première d'un journal de 20 heures, que éventuellement le gars il a filé 5 euros ou 10 euros ou 500 euros pour une action, point, ok, très bien. Mais on revient chacun dans nos quotidiens, et on a quand même tendance un peu à l'oublier. Sinon, les choses auraient changé. Donc du coup, depuis déjà 5 ans, on a voulu inverser le processus. On n'a pas voulu que les gens racontent ce qu'ils faisaient. On est un peu fatigué des grandes messes, les journées de l'environnement ou autres, comme chez nous, comme chez vous, vous en faites dans tous vos pays respectifs, où les gens arrivent et disent « moi je fais ». Bon, c'est bien de témoigner de ce que l'on fait. On sait tous qu'on raconte des belles choses quand on dit ce que l'on fait. Mais dans la réalité, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de traiter un sujet d'un voisin dans ma réalité de chez moi. Vous voyez le sujet ? Fondamental comme approche. Donc,
C'est la base. Au début, on l'avait appelé Agite ta terre, on le faisait dans toutes les langues. On voulait que les gens organisent un événement sur un sujet général, mais chez eux, dans leur réalité. Et on voulait ensuite pouvoir fédérer les choses et pour apporter, ne serait-ce que pour ceux qui avaient participé, finalement un témoignage que c'est pas simple. Si vous parlez à un Français de l'accès à l'énergie, il théorise. Mais lui, il parle de précarité énergétique. Il ne sait pas ce que c'est que la pauvreté énergétique. Et quand on lui parle de précarité, il s'en fout un peu, parce qu'il y a un processus économique qui fait que sur nos factures, on prend une petite virgule et on paye la facture du voisin. Bon, c'est bien, super. Mais... Et puis si vous parlez à un Africain, alors je prends des pays que je connais, enfin on pourra en citer à l'infini, vous lui dites que lui consomme en moyenne dans son pays 150 kWh par an et par habitant, et qu'il y a des pays qui sont à 15 000, ça veut dire quoi? Il est dans une réalité, il gère son pétrole lampant, il a... Vous voyez, donc on est dans des réalités fragmentées et c'est pas simple. Donc parler de sujets qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas dans nos réalités, c'est quand même un peu compliqué. Donc cette initiative, c'est ça. Et donc au fur et à mesure, on l'a élargi à des sujets non techniques, parce que même là, on trouvait qu'on avait du mal. Parce que les gens ne restaient pas dans l'émotion. Ils restaient intellectuels, ils comprenaient, ils disaient des choses, on a eu des merveilleux témoignages. On a même des associations qui se sont créées sur la vision d'Énergie 1050. On la prend régulièrement, ils nous disent on vous a entendu et on veut faire ça et on le fait. On a même une là qui est venue sur notre pavillon. Ça fait vraiment plaisir, c'est super. On est très contents et fiers. Mais c'est encore pas assez. Donc depuis 3 ans maintenant, on a mélangé l'art, mais l'art citoyen. Nous, on n'est pas là pour dire ce qui est beau, pas beau. Ça d'abord, c'est encore un débat pseudo-intellectuel. C'est de l'art d'émotion. Donc ça veut dire quoi? On donne un sujet chaque année. Et vous allez voir les thèmes du sujet, on est quand même toujours connecté à ce grand agenda. Parce que pour nous, le climat, ça n'aurait pas dû être un problème. Pour nous, le climat, ça aurait dû être quelque chose qu'on aurait dû régler dans le cadre du protocole de Kyoto 2, protocole de Kyoto 3, avec une trajectoire collective de décroissance carbone, avec une approche de solidarité. Alors la première année, on l'avait fait, c'était à l'époque de Rio + 20, c'était mon climat aujourd'hui, chez moi, toujours, mon climat aujourd'hui, mon climat dans 20 ans et moi. L'année suivante, on a fait notre climat aujourd'hui, notre climat dans 20 ans et nous. Donc on a essayé d'amener les citoyens à questionner leur identité, leur approche. D'abord eux, important, et après nous. Et puis, il y a eu d'autres années. Et puis cette année, comme on a vu, l'agenda politique qui était quand même douloureux, parce qu'il y a quand même de la vulnérabilité, des gens qui souffrent, c'est du réel, hein, on n'est pas dans de la science-fiction. Donc on a pris climat, migration et solidarité, l'art du collectif. Alors pourquoi on a fait ça? Vous comprenez bien que c'est un sujet à l'agenda, et on voulait que des citoyens puissent s'exprimer. Alors là, évidemment, vous voyez des belles créations. Il y en a aussi qui sont quand même mises dans le livre qu'on va publier derrière, bien évidemment. On a eu des créations totalement fragmentées. On a eu des gens qui ont écrit des textes, on a des vidéos, on a un peu de musique, on a des belles contributions. On en a des beaucoup moins belles. Alors belles, vous avez compris, je ne pondère pas, mais des choses qui sont très clairement des choses que moi je pourrais faire un soir. Voilà. Mais c'était très bien parce que c'est ce qu'on voulait. Parce que si on commence à dire, comme il y a déjà beaucoup d'initiatives sur l'art, où on recherche l'excellence des noms internationaux, nous, ça nous paraît juste déplacé. Parce qu'on considère, on a eu par exemple de RDC des enfants qui ont fait une vidéo sur de l'arbre, comment réhabiliter des sols. C'était super. On a là d'autres qui ont fait. Donc des petites choses comme ça, c'est très intéressant. Et du coup, on est arrivé à cette exposition. Alors là, on a mis des choses qui devraient apporter un peu d'émotion. Mais néanmoins, on a fait ça pour justement inviter au partage. On va le continuer d'année en année. On va s'y préparer de plus en plus tôt dans l'année pour qu'on ait de plus en plus de contributions. Et cette année, on a appliqué encore une dimension supplémentaire, c'est que certains artistes, on leur a proposé, à tout le monde, citoyens compris, ceux qui le voulaient, de donner leur œuvre. Et on organisera une vente en ligne pour financer des projets concrets sur le terrain. Alors je ne vous cache pas que les œuvres qu'on a reçues et qui sont en don, je ne suis pas sûr qu'on aura énormément de levée de fonds. Donc on va peut-être garder une exposition itinérante et l'associer à la prochaine année. Mais on a eu par exemple des artistes, alors je vais en souligner 2 et après on fera un petit tour de l'exposition. Mais par exemple à droite, on a Virginie Broquet qui a fait plusieurs œuvres, qui est déjà une fidèle de nos initiatives à nous. Et entre autres, alors on les a rapportés parce qu'ils sont très fragiles. Vous avez eu ces petits bonhommes qui sont tout petits comme ça et qui sont dans une valise. Donc vous pensez tout de suite à ce transport. Et ces petits bonhommes, on les a appelés les cris silencieux. Vous voyez, donc tout le monde a essayé de se projeter dans une espèce de vision de l'action. Alors ça, c'est une sculpture. On a eu ceux qui étaient là il y a quelques jours, encore hier, on a eu des artistes qui sont venus.
d'un de nos partenaires qui ont peint sur le site. Soit un truc très classique, soit un truc avec beaucoup de coloration très africaine. Vous voyez, donc on a eu plein de niveaux de contribution et on voit que la mayonnaise est en train de prendre, c'est ce qu'on voulait. On savait qu'on aurait du temps puisqu'on n'a pas d'argent. Évidemment, on aurait de l'argent, on aurait 3 grands noms artistiques. On a de l'argent, mais on n'a pas d'argent, mais on a des jolis noms, la francophonie. On a notre nom, je pense que c'est pas mal. On en a d'autres. Mais là maintenant, on a des écoles d'art qui s'associent. Alors, on a reçu plein de contributions de plusieurs écoles un peu tardivement. L'année prochaine, on va commencer quasiment dès janvier. Donc, on espère encore avec l'IFDD, peut-être même avec l'OIF, le Noël en parlera, pour élargir encore, pour impliquer encore plus jeunesse, mobilisation sur des thématiques qui seront toujours en lien avec un agenda de l'action. Et toujours pour connecter ces grands sujets à une invitation à se mobiliser. Voilà un petit peu Ars Planet. On regardera tout à l'heure un petit peu les œuvres ensemble. Je pourrais vous dire des histoires sur les gens qui l'ont fait. Et c'est un peu ce témoignage qu'on veut partager avec vous pour vous rappeler et nous rappeler que l'air de rien, on a beau raconter qu'on est des experts, si tant est qu'on le raconte, mais imaginons qu'on le raconte tous. Je crois qu'à la maison, quand on rentre, on est tout juste des citoyens. Et que si peut-être on se reconnectait dans nos quotidiens respectifs sur cette réalité, je pense qu'on aurait des passerelles naturelles avec des voisins, avec peut-être de la fragilité, peut-être aussi avec une envie d'agir, peut-être de changer nos modes de consommation et de production, ce serait intéressant, de construire mieux et différent, peut-être de se poser des questions, qu'on soit en Afrique ou ailleurs. Et peut-être que la solidarité serait le grand gagnant de l'histoire. Voilà. Donc ça, c'est mon propos introductif. On aura l'occasion de prendre vos échanges, parce que même si on n'est pas nombreux, c'est important. Je vais donner la parole à nos amis de la francophonie. Vous l'avez compris, c'est des gens qui ont de l'importance pour nous. Et donc, Noël, si tu veux dire quelques mots, j'en serais très enchanté. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Alors, peut-être, je vais dire un petit mot pour recentrer le projet dans la programmation, enfin disons la position institutionnelle de la francophonie. Pour dire tout d'abord, le thème nous a interpellés parce que c'est une question importante pour l'OIF. Hein. C'était à l'ordre du jour du dernier sommet de la francophonie à Madagascar au mois de novembre 2016, l'immigration. Et donc la secrétaire générale, on a fait un thème important de son plaidoyer auprès des chefs d'État et auprès des autres pays. Les migrations, donc la francophonie est présente sur les 5 continents et puis donc elle est affectée à la fois comme pays de départ des migrants, pays de transit, pays de destination et puis on dit même aussi voilà, pays d'accueil ou pays de destination. Donc vraiment c'est une question importante pour les pays francophones, mais il n'y a pas encore de position politique claire. On est dans le plaidoyer, mais il y a une grande conférence sur la migration qui est prévue bientôt. Je ne peux pas vous donner des dates, mais il y a vraiment une conférence importante qui va se préparer 2018, je pense. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire pour le côté institutionnel. Deuxième cheval de bataille qui est lié aux migrations et qui est une part importante du plaidoyer de la francophonie, c'est les jeunes. Donc travailler sur l'emploi des jeunes, leur trouver des raisons d'espérer dans leur pays, parce que c'est les principaux migrants. Donc nous, la francophonie, on n'est pas la Banque mondiale, mais on a une force de plaidoyer. On utilise notre langue et on utilise nos réseaux d'acteurs pour essayer de sensibiliser le monde. Et tous les opérateurs de la francophonie ont pris cette question à cœur. Alors nous, l'Institut, on est un organe subsidiaire, on n'est que 20 personnes à Québec. On s'occupe des questions de développement durable. Et nous, on attache une importance à la promotion de l'emploi des jeunes dans le secteur de l'économie verte. Donc créer des emplois en agriculture durable, dans le bâtiment durable, en énergie durable, bien sûr. Donc voilà, c'est un aspect des choses qu'on peut faire pour lutter contre les migrations, comment dire, subies, non volontaires.
Voilà un peu le portrait institutionnel de la question. Après, on pourrait dire que la transversalité du développement durable nous incite à travailler avec différents acteurs. Bon, à l'origine, on était un institut de l'énergie des pays francophones. On est venu au développement durable par les questions énergétiques. Ensuite, au sommet de Rio 92, on a ajouté l'environnement. Et puis, depuis le sommet de Rio +20, donc les États nous demandent de promouvoir le développement durable, les politiques de développement durable dans les États de la francophonie. Donc, c'est des gros défis parce qu'on ne nous a pas forcément donné les budgets qui allaient avec. Donc le personnel qui va travailler en agriculture, dans la santé, dans l'éducation, tout ça. Donc on est obligé de faire des choix. Alors je veux dire, on a gardé notre cœur de métier qui est l'énergie, les politiques environnementales, et on développe des outils méthodologiques, comme là il y a les grilles d'analyse du développement durable, pour travailler avec d'autres acteurs. Alors effectivement, le domaine culturel, on n'oublie pas ce domaine. On essaye de faire du plaidoyer avec nos collègues de la direction de la culture et de la langue française qui est à Paris, pour qu'eux, ils intègrent ces questions de développement durable dans leur programme. Et puis, c'est encore un travail qu'on doit mener. Hein. C'est tous les jours. On n'a pas encore intégré totalement le développement durable dans l'OIF. Donc maintenant, on parle d'intégrer les 17 objectifs de développement durable. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire un peu de sensibilisation à ces questions en s'associant à des petits projets. On n'a pas la capacité de faire ce qu'on fait avec Stéphane, avec Énergie 2050 à grande échelle. Mais voilà, on voulait montrer, la francophonie a à cœur la promotion de la diversité culturelle, la promotion des cultures de ses pays membres. Donc on voulait faire un clin d'œil, montrer qu'effectivement la culture c'est important pour sensibiliser les populations, les décideurs. Voilà, c'est à peu près les raisons qui nous ont poussés à nous associer avec cette initiative. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit à ce sujet. En tout cas, on va essayer. De la même manière, on peut faire quelques actions dans le domaine culturel, on peut faire quelques actions dans le domaine de l'éducation. Mais il y a une direction de l'éducation et la jeunesse à l'OIF à Paris avec laquelle on essaye de faire des projets communs. Donc toujours, on essaye de les sensibiliser à intégrer le développement durable dans leur logique. Les priorités de l'éducation pour la francophonie, c'est l'éducation pour tous, hein, l'alphabétisation, former des maîtres d'école. On peut intégrer du développement durable. Quand on forme des maîtres, on peut intégrer les questions d'environnement, de développement durable dans les programmes. Et voilà, nous on fait quelques actions avec eux, comme on organise un forum international sur les jeunes et les emplois verts, justement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Et puis on n'a pas la capacité de faire énormément d'actions de sensibilisation. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis bonne chance à l'expo. Et puis on aura toujours une oreille attentive et on essaiera de sensibiliser nos collègues des autres directions de la francophonie. Merci. Et puis on espère qu'on sera encore ensemble pour décorer le pavillon avec un sujet, mais cette fois-ci on travaillera avec l'OIF, parce que l'UNE nous disait, l'OIF et l'IFDD bien sûr, parce qu'il nous disait que la direction justement était intéressée à regarder. Il faudra qu'on reparle peut-être de la conférence, parce que je pense que ce sera un joli clin d'œil que l'expo ou d'autres œuvres d'ici qui ont été créées par cette diversité puissent peut-être habiller les murs de la conférence. Ça, il faudrait qu'on en parle assez rapidement, parce que là, de rien, il y aurait vraiment le lien entre la COP et la conférence. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer... Vous avez vu qu'il y a aussi une personne qui est derrière là-bas, qui s'appelle... Il s'est mis derrière, mais il aurait pu être avec nous, qui vous dira un petit mot après sur l'exposition, parce que lui, il a vécu aussi de l'intérieur avec nous. Je vais quand même passer pour les propos d'introductifs à Alternative, qui va vous dire des actions qu'ils sont en train de mettre en place. Après, on passera la parole à Nicolas, qui est avec nous, et puis après, on vous passera aussi la parole. Alors, bonjour à tous. Merci Stéphane.
tu m'as intégré dans ce panel. Puis c'est ça aussi la beauté de la francophonie, c'est d'avoir des portes ouvertes pour laisser transmettre des messages. Et donc, si je veux revenir peut-être à ce panel, donc migration, solidarité et climat, je vais reprendre les paroles de Franck Benimara, qui a aujourd'hui dit que le changement climatique, c'est aussi et avant tout des droits humains qu'il faut intégrer. Et l'humain est très important en fait. Et pour nous, Alternative, ces droits humains passent par la solidarité en action. Donc en fait, qui nous sommes, alors c'est très rigolo parce que je vous entends parler, puis c'est un petit peu aussi en parallèle, en fait, c'est un petit peu la même chose pour nous. On est en anglais Alternative Action and Communication Network for International Development, puis en français, donc c'est un organisme de coopération internationale qui œuvre pour une transition juste. Au Québec, parce que nous sommes au Québec, nous sommes à Montréal, mais aussi dans le monde. Et en fait, notre cœur d'activité, c'est le renforcement de la mobilisation citoyenne, parce que l'on croit à cette approche bottom-up, que c'est par le local qu'on va pouvoir créer et faire émerger des projets. Donc nous, notre mission, on veut soutenir des projets de développement durable en offrant des ressources humaines, c'est-à-dire des savoir-faire, des techniques. Par exemple, je pense au projet d'agriculture urbaine au Cameroun. On a développé avec les citoyens un programme pour créer un vrai plan d'action climatique pour rendre cette zone-là plus durable. Je pense aussi à des plaidoyers aussi qu'on met en place. Par exemple, je pense à l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, on avait des communautés qui étaient touchées par des activités extractivistes. Et notre but, c'était de renforcer le respect des droits de la personne dans ces communautés. Ces communautés-là n'ont pas forcément accès à de l'expertise, etc. Donc nous, on offre ça. Donc on vous aide. Et puis aussi, clin d'œil à la COP, à ce qui se passe en ce moment. On entend beaucoup de Green Climate Fund, donc du financement pour vous aider dans vos projets de développement durable. Mais ce qui manque, ce sont ces soutiens qui sont techniques, stratégiques pour mettre en place des vrais plans d'action. Donc nous, on est vraiment ce pont-là. On veut vous aider à bâtir un vrai plan d'action pour pouvoir après l'offrir aux banques et au Green Climate Fund pour pouvoir après avoir du financement. Donc voilà, nous sommes Alternative. Moi, c'était une introduction de quelques minutes qui m'a été offerte gracieusement par Stéphane. Donc je te remercie encore. N'hésitez pas à aller sur notre site web, donc alternative.ca, nous envoyer des emails. N'hésitez pas à nous présenter votre projet, mais même de façon brute en fait. Pas besoin de présenter quelque chose d'extrêmement développé. On est là vraiment pour créer un dialogue avec vous et puis pour vous aider. Donc merci. Merci beaucoup. Voilà, à Nicolas, qui accessoirement fait partie aussi d'une chaîne de solidarité, puisqu'au-delà du fait qu'il est avec nous dans l'initiative, il fait aussi là ce qu'on appelle un congé solidaire, qui est quelque chose de sympathique aussi. Ça ne se fait pas que nord-sud, ça se fait aussi nord-nord, sud-sud, sud-nord et ainsi de suite. Et donc il passe 15 jours avec nous à la COP, avec le soutien pour la logistique, le billet ou autre de la francophonie. Mais son temps de présence, de travail, il nous en a fait cadeau à Énergie 1050, donc vous voyez que c'est des clins d'œil très appréciés. Et je peux vous dire qu'il a souffert avec nous, parce que vous avez vu qu'à côté c'est quand même assez chaud notre pavillon. Mais donc voilà, donc du coup Nicolas, à toi la parole aussi pour parler un peu de cette vision que tu peux avoir de la solidarité, même de l'initiative telle que tu l'as ressentie. Merci Stéphane, merci chaleureusement à la francophonie de m'avoir fait ce cadeau de m'accueillir ici à la COP. Alors, beaucoup de redites, je vais vous dire beaucoup de redites malheureusement, mais cette initiative, pour moi, elle a plusieurs intérêts. Donc, comme l'a dit Stéphane, le but majeur, c'est de ne pas rester dans l'entre-soi. Donc ici, on est à la COP, donc la conférence des parties, la conférence des pays. Donc, ok, on est entre techniciens, entre diplomates,
entre experts. Mais l'idée de la COP, c'est pas de rester à ce niveau-là, c'est de descendre en bas, de descendre au niveau du citoyen, au niveau du projet, au niveau des associations, au niveau des communes. Et c'est là la vraie action des rencontres comme aujourd'hui. Et comment on arrive à ce niveau-là? Eh ben, malheureusement, on n'y arrive pas en parlant de plus 2 degrés, plus 3 degrés, un réchauffement climatique, pas de réchauffement. On y arrive selon plusieurs effets. Donc l'art, à ce niveau-là, il a double facteur. Donc comme l'a dit Stéphane, facteur d'émotion, pas réfléchir seulement avec le portefeuille ou avec des avantages coût-bénéfice, mais réfléchir aussi avec le cœur, avec ce qu'on imagine du monde et comment rendre. Enfin, l'art, on dit souvent, l'art, ça sert à rendre l'invisible visible. Et en fait, c'est un peu la problématique du climat aussi. Comment rendre ce dont on parle visible? Eh ben, on le rend visible avec des projets concrets, avec des problématiques comme celle-là, la problématique de l'art. Et du coup, c'est pour ça que j'ai accepté vraiment cette initiative et que je soutiens vraiment cette initiative artistique et citoyenne. C'est qu'on ne reste pas dans l'entre-soi, on va chercher les gens où ils sont. Et c'est vraiment le but. Après, l'art et cette exposition permet aussi de communiquer positivement et différemment sur le climat. Ici, on a des grands discours de « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien ce que vous faites ». On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Avec l'art, on communique positivement. Sur le pavillon Énergie 2050, on a eu pendant une semaine des artistes qui se sont succédés et tout le monde était interpellé. Qu'est-ce que c'est que ça? On est entre experts, on est entre diplomates, pourquoi il y a des artistes? Quel est le lien? Eh ben, le lien, il est évident. Si on parle que négativement de ce genre d'opérations, comme la COP, etc., comme le climat, on n'y arrivera pas. Donc il faut communiquer aussi positivement sur ce qui se fait, et l'art peut nous aider à ce niveau-là. Pour rappeler cette année, le thème, c'était climat, migration, solidarité, l'art du collectif. Donc un thème on ne peut plus d'actualité. Et vraiment, la thématique du collectif, c'est vraiment d'être tous ensemble sur ces sujets qui malheureusement souvent isolent. Quand on parle de climat autour de nous, quand on rentre chacun chez soi, on est plutôt isolé et les gens n'ont pas trop envie d'en parler. Si on amène une œuvre d'art, si on parle positivement de l'art dans le climat, c'est peut-être une des solutions. L'idée de cette initiative, à la fin, ça sera de vendre ces œuvres d'art également. Donc pas seulement communiquer, mais essayer d'avoir quelques sous pour financer des projets en faveur des migrants climatiques et des communautés vulnérables. Mais comme je vous l'ai dit en préambule, l'idée est vraiment de sensibiliser et de communiquer positivement. Peut-être, avant de conclure, remercier vraiment l'ensemble des artistes et des bénévoles qui ont participé à la mise en œuvre et la mise en valeur de cette initiative. Donc, on a été vraiment très contents de pouvoir les exposer ici, de les exposer sur notre pavillon. Donc, on est très fiers. Donc, le défi pour l'année prochaine, donc, pour se revoir tous en Pologne l'année prochaine à la COP24, c'est que chacun, dans chacun de vos pays, ramenez au moins une œuvre d'art ou faites participer au moins un artiste de chaque pays et on sera très fiers. Aujourd'hui, on avait une centaine d'œuvres qu'on a réussi à collecter. Et l'année prochaine, c'est d'avoir une œuvre au moins de chaque pays. Donc c'est vraiment le défi que je vous lance, que je lance à la francophonie aussi, afin de vraiment sensibiliser et de parler positivement de ce genre d'action et de parler positivement du climat et de la COP. Voilà, merci. Merci Nicolas. Alors, on n'est pas obligé de tenir 1h30, mais juste pour vous dire peut-être la synthèse, et puis après, si vous avez quelques questions. C'est vrai que là, même Nicolas m'a surpris, il nous donne toujours aussi, c'est ça l'échange des idées. En fait, il faut savoir que chacun d'entre nous
dans ces associations et ou institutions respectives, puisqu'on l'a ouvert. Il y a des groupes, si vous regardez un peu les différents tableaux, il y a des collectifs qui sont organisés. L'idée était de, si les gens n'ont pas envie de mettre leur nom ou ils ne se sentent pas, de pouvoir faire un collectif. Donc on voulait même qu'il y ait des gouvernements locaux. C'est pour ça qu'on a gouvernements locaux unis d'Afrique, que vous connaissez tous, très important, qui est aussi partenaire, parce qu'on espérait, alors ça ne s'est pas passé pour être honnête, mais c'est pas grave. Je vois qu'on a une officielle ici dans la salle et que très clairement l'histoire ne fait que commencer. Et Nicolas a très joliment dit la chose. L'idée, c'est que chacun peut devenir partenaire. Vous avez compris qu'il n'y a pas d'enjeu financier. C'est lourd pour nous, je ne vous cache pas, NHJ 1050, ça nous prend des mois de boulot, c'est clair. Mais on n'a pas voulu pour l'instant. Alors si demain on a des soutiens financiers qui arrivent progressivement, ce sera pour le fonctionnement. Ça ne doit pas payer des gens pour en faire un business comme font certaines expositions sur le climat, parce qu'on est assez contre. Parce que du coup, sinon, on va créer une nouvelle injustice. C'est que, comme ça se fait déjà dans beaucoup, et je peux vous dire, j'ai la liste de pas mal de structures qui parlent d'art et climat et qui n'en font qu'un business. Et le but du jeu, c'est pas qu'on finance des gens pour dire que c'est important, c'est qu'à la limite, si ça doit avoir de l'argent, c'est pour financer l'exposition elle-même, on est d'accord, et peut-être financer les projets derrière, comme on l'a dit. C'est ça le but du jeu, parce qu'on n'est pas là pour vendre de l'art, on n'est pas des vendeurs d'art, et quand même on le serait, on ne le ferait pas dans cette enceinte. Voilà. Donc l'idée, c'est que les gens peuvent devenir partenaires dès lors qu'il y a une structure, ou qu'il y a un collectif. Alors, il n'y a pas eu un enthousiasme, parce que les gens ne comprenaient pas cette notion de partenariat, parce qu'ils pensaient qu'il y avait de l'argent, machin à donner ou pas. Non. La francophonie a fait un très joli texte. Alors effectivement, le Noël me faisait remarquer à juste titre qu'on n'a pas mis les autres. Je sais pas, c'est une erreur qu'on a faite de webmaster ou voilà. Mais par exemple, l'ESMAC, qui est une école d'art sur une quinzaine ou une vingtaine de pays, s'est associé. Et ils ont fait un truc que moi je trouve juste génial. Alors ils l'ont fait tardivement parce que comme on n'a pas de moyens, on l'a fait à la rue, quoi. Mais on va le faire mieux l'année prochaine, commencer plus tôt. Ils ont donné un point, c'est-à-dire qu'ils ont pris ça comme une note supplémentaire, comme une option au bac. Donc tous les étudiants qui ont fait une œuvre, quel qu'il soit, eh ben, ils ont une note de plus dans la moyenne. C'est quand même génial. Et alors, en plus, au début, ils voulaient mettre que dans la filière artistique. Et ils ont aussi des filières générales sur la culture. Et on leur dit, mais non, c'est dommage. Pourquoi vous allez bloquer les uns et pas les autres? Et donc, du coup, ils l'ont ouvert à toutes les filières. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, l'année prochaine, on va faire mieux encore avec eux. Mais tout ça pour dire que dans vos pays respectifs, que vous soyez un ministère, une association, un collectif de quartier, après, il y a les individuels, vous avez bien compris, puisque là, il y a des noms d'individuels. Que vous soyez un simple individu, ça n'a rien de péjoratif à nouveau. Que vous soyez tout sauf un artiste, je fais exprès de caricaturer, vous avez le droit de vous y engager. Évidemment, les partenariats, c'est avec des structures, parce qu'on ne peut pas signer avec un seul. Mais pourquoi pas? La preuve, Yael et Nivelle, c'est une artiste qui nous suit depuis des années. Ben, on l'a mis à l'honneur, parce qu'elle nous a fait régulièrement des contributions. C'est d'ailleurs elle qui a créé le logo d'NHJ 1050, accessoirement. Et du coup, elle est déjà dans l'aventure depuis le début. Voilà. Donc du coup, il y a aussi un moyen pour que chacun fasse sa propre histoire, parce que dans une histoire de solidarité, le donnant a autant à gagner que le recevant. Voilà. Donc c'est peut-être un peu le mot de la fin. Donc tous ces artistes-là, on espère aussi bien sûr, ou tous ces citoyens, ces collectifs, on a l'association COV qui a fait ça en RDC, je ne vais pas dire tous les noms parce que je vais en oublier plein, mais ceci étant, ils ont aussi à y gagner. Parce qu'en faisant ça, si ça peut les aider à être mieux connus sur leur propre territoire d'intervention, bah c'est juste formidable. Parce que c'est aussi ça le but du jeu. Voilà, donc je vous invite vraiment à diffuser ça. Le film sera sur le site. Voilà, les affiches vont être voilà, et ainsi de suite. Et puis du coup, on continuera l'année prochaine sur le même sujet, peut-être pas sur le même thème, mais sur un thème voilà, qui sera toujours dans cette grande transition. Voilà. Donc peut-être s'il y en a une ou deux personnes qui ont des questions, et puis sinon, bah, on va vous inviter à regarder sur le site. Oui, il y a une manifestation avec vos ministres à côté, on est au courant. Ah non, d'accord. Ah non, mais on a des à côté, on est au courant. À tout à l'heure. Merci. Moi, merci Abraham, je viens de la RDC. J'avais juste une petite contribution, mais je crois qui est pratiquement adressée à notre collègue, qui a présenté par rapport à l'apport de la migration dans le développement durable. Et j'ai aimé parce que déjà, vous avez compris que déjà, le moteur de migration, c'est parce que nous devons plus toucher les communautés locales. Parce qu'il faut plus multiplier des projets qui doivent inciter les communautés locales à être plus opérationnelles. Et je crois aussi que déjà, des projets qui doivent avoir l'impact sur le changement climatique. Parce que déjà, s'ils comprennent maintenant l'importance du changement climatique, même au niveau des micro-projets, on va déjà inclure comme une sorte de culture en amont. Et puis la chose pourrait aller progressivement. Alors ma question, c'est pour savoir un peu,
il y a beaucoup d'initiatives peut-être chez nous, dans mon pays, la RDC. Peut-être qu'on a un premier buté sur la connectivité de ces acteurs qui peuvent nous appuyer en aide. Et je crois que déjà, en tout cas, des ateliers pareils permettront qu'on puisse rester de contact permanent pour maintenant faire la jonction entre ce que nous faisons au niveau communautaire, au niveau local, et pour que ça puisse avoir maintenant au niveau de l'ancrage, maintenant au niveau déjà avec qui on peut travailler. C'est juste ce que je pourrais compléter, sinon je vous remercie. Merci. Je voudrais déjà féliciter. Oui, je suis PPC Ogouligende, je suis du ministère du Budget du Gabon, mais par ailleurs leader dans la société civile. Donc je voudrais vraiment vous remercier d'avoir montré les deux facettes en fait de la COP, donc tout ce qui est politique de haut niveau, négociation, et vraiment l'impact sur le citoyen. Donc, merci infiniment. Et l'expérience, je crois que vous avez parlé de l'expérience du bac, où les élèves ont dû faire des œuvres d'art. Donc, je voudrais savoir concrètement comment ça s'est passé auprès du ministère de l'Éducation nationale. Et tout à l'heure, je verrai également voilà, Sarah, pour cette très belle initiative, parce que il y a de nombreuses choses qui se font et il y a des idées, mais on a souvent du mal à traduire concrètement l'idée en projet et vraiment dans la mise en œuvre. Donc, vraiment, votre rôle est très important et j'ai bien apprécié qu'au Cameroun, vous aviez déjà accompagné certaines organisations. Et au niveau du Gabon, on serait vraiment intéressé parce que nous avions lancé un projet des jardins de cases qu'on avait appelé les Gabonais nourrissent les Gabonais pour que chacun, à son niveau, comprenne qu'on peut commencer à faire de l'agriculture déjà depuis sa terrasse en lieu et place des fleurs. Donc, merci pour tous ces messages et vraiment, je crois que j'ai appris quelque chose de plus parce que j'ai bénéficié. Depuis la COP 21, bon, j'étais autrefois au niveau des négociations, mais là, j'ai eu l'opportunité de venir voir concrètement comment le citoyen peut bénéficier de tout ce qui se fait ici. Merci. Alors, je propose que peut-être pour les échanges, il y a encore une question, pardon, je n'avais pas vu. Vas-y, bien sûr. Nicolas, il faut aller leur dire de vous présenter. Bonjour à tous. Idiatou Kamara, je viens de la Guinée, je suis journaliste et j'ai créé une radio en ligne qui s'appelle Radio Environnement Guinée, qui est la première web radio sur ces questions en Guinée. J'ai deux questions. La première, vous avez dit dans votre communication qu'en voyant l'état de la mise en œuvre des IN d'ici et tout, qu'on était sur, je ne sais pas si je peux employer la mauvaise trajectoire, en tout cas on n'est pas sur la bonne. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous proposez pour que vraiment on revienne sur cette trajectoire, qu'est-ce qu'il faudrait. Et aussi, c'est par rapport au lien qu'il y a entre l'art, la peinture, je crois que c'est de la peinture. Comment est-ce que cela pourrait contribuer aux deux concepts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique? Qu'est-ce que ça pourrait changer? Merci. Alors, c'est des questions. J'aurais adoré une salle pleine pour ce genre de questions, hein, je vous le dis quand même en passant. Mais bon, l'année prochaine, on décorera très probablement ensemble encore. Et je pense qu'il faudra vraiment qu'on fasse plus de bruit. Parce que, là, vous voyez, à côté, sur un sujet de discussion, j'ai deux ministres sur mon pavillon, là. Et donc, du coup, j'aurais bien aimé qu'ils soient là aussi, quoi. C'est intéressant. Et je pense que la francophonie aurait bien aimé que ces gens se mobilisent sur ces questions. Donc, je vais répondre très globalement et en quelques minutes, parce que, effectivement, c'est un événement très court. Pour la première chose, alors, c'était pas pour le bac, c'était comme un exemple de bac. Là, c'est une école qui délivre des masters 1 et 2. D'accord ? Donc, mais néanmoins, c'est une école privée accréditée, bien sûr, par l'Éducation nationale. Donc, ce qui fait qu'elle délivre des diplômes officiels, bien sûr, hein, de bac plus 5 et bac plus 4. Et donc là, en l'occurrence, ils l'ont rajouté au programme pédagogique. Voilà, c'est très clair. Et donc ça, c'est la liberté, dans la mesure où ils n'ont pas enlevé quelque chose du programme. C'est une option supplémentaire. Ils l'ont fait. Maintenant, peut-être que si je veux rêver fou et qu'un jour les gens le mettent dans des écoles, je serais quand même assez content. Et juste qu'ils se souviennent de l'aventure et de l'histoire et que d'année en année, ils contribuent. Le reste, voilà. Et donc, mais ce qui m'a bien plu, c'est que c'est eux qui ont venu. Parce que je leur ai dit à un moment donné, il faut donner un premium. Et d'ailleurs, nos amis de la francophonie nous l'avaient dit pareil. Ils nous avaient dit, mais on ne peut pas donner une récompense aux artistes. Et nous, on avait dit non. On en a parlé, hein, parce que c'est très clair que nos partenaires, quand ils disent quelque chose, on écoute. Pourquoi ? Parce que
tous les autres qu'il y a actuellement dans le cas de la Convention, il y a plein d'expositions, même d'ailleurs fait par le secrétariat. Et ça devient assez fou parce que tout le monde nous demande un voyage. Parce que le secrétariat dit il y a un voyage. Mais est-ce que l'objectif c'est de faire voyager une personne? Mais je ne suis pas sûr. Si la personne n'a rien à faire ici, Nicolas, je vous l'ai dit, par exemple, il a fait 15 jours, il a vraiment travaillé dur, quoi. On se fait des journées de 18 heures, enfin je ne sais pas de combien d'heures, c'est juste des journées effrayantes. Donc bien sûr qu'il a le billet d'en charge. Allez, super, bravo. Mais là, de rien, il bosse. Vous voyez ou non? Donc quand on vient dans ces sujets, il faut quand même s'impliquer. C'est les négociations ici. Si on est complètement déconnecté, on n'est pas un simple visiteur. Donc ça répond partiellement. L'année prochaine, vous pouvez être à double niveau dans votre association et aussi au niveau de votre ministère, ce serait génial. Alors peut-être pour juste répondre, parce que je trouve que la question elle est terriblement dérangeante et pertinente. Mais dérangeante pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens ne vont pas oser répondre. Moi, j'ai très clairement, c'est facile à répondre. Pourquoi on va prendre l'adaptation? Parce qu'on a aussi des devises à Énergie 1050, il faut vraiment prendre notre plaquette. On ne peut protéger que ce que l'on comprend. C'est clair? Le reste, c'est du cinéma. Voilà. Donc tant que les gens restent dans l'intellectuel, facile. L'adaptation, c'est quoi? L'adaptation, c'est la vulnérabilité de mon voisin, d'abord, et possible de moi. Ok, si je ne suis pas encore touché, est-ce que je peux imaginer la vulnérabilité de mon voisin? Non. Donc si je ne commence pas à poser une question un peu plus générale, je reste dans la théorie. Je vais vous donner un exemple pour moi, parce que je me l'applique. Je suis un citoyen tout simple. Moi, je ne sais pas ce que c'est la faim. C'est clair? Je ne sais pas si ici, beaucoup d'entre vous connaissent la faim. Moi, je ne la connais pas. Pourtant, je suis parti dans des coins pourris. J'ai fait des projets dans 80 pays. Je crois que je peux dire, j'ai fait le tour du monde. Avec mes petites mains, j'ai fait du cambouis partout. Mais je ne sais pas ce que c'est la faim. Je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est la faim. Alors désolé ou pas, mais je ne sais pas. Donc quand j'en parle, si je n'ai pas l'émotion, je suis un pseudo-intello, je suis un pseudo je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, je ne reste pas dans la faim. Tu comprends? Donc ça, c'est des sujets fondamentaux. Donc pour l'adaptation, si on veut parler de la ressource alimentaire, tous les experts qui en parlent, combien ont connu la faim? Sincèrement, je pense très peu. Donc, si je n'arrive pas à les reconnecter sur l'émotion, j'ai un souci. Donc quand on a créé ça, oui, c'est un sujet important parce qu'on est connecté sur l'adaptation. Sur l'atténuation, pareil. Je ne peux pas compter l'équivalent CO2 de ça, parce que ça n'a pas de sens. Par contre, si je me repose cette question, j'ai une opportunité de me reposer la même question sur mes modes de consommation et de production. Voilà. Donc là, c'est très simple. C'est à la fois super modeste, mais on est quand même à peu près 7 milliards de super modestes. J'ai la faiblesse d'esprit de penser que 7 milliards qui se poseraient la bonne question au même moment, ce serait quand même quelque chose d'assez intéressant. Et je crois même qu'on pourrait peut-être avoir des trucs assez intéressants même au niveau des gaz à effet de serre. Donc la question est très très ambitieuse. Alors nous on est très ambitieux dans notre vision, on est très pauvre économiquement, peut-être pas tant que ça mais quand même pas mal. Mais là de rien nos projets on les porte assez loin. Parce que justement on a mis les mains dans le cambouis partout et on sait que c'est ce qui manque. Donc tous les gens qui se déplacent, qui parlent du climat ici, qui n'ont pas l'émotion, ils ne comprennent pas l'urgence de l'agenda. Et là on va repartir de bonne avec un relevé de décision assez modeste. Alors que c'est peut-être la COP la plus importante depuis Paris. Parce qu'on parle de cahier des charges, de la règle et du financement. Intéressant. Voilà. Donc je réponds. Mais c'est très clair. Pour tous les cas, pour moi, c'est super clair. C'est un lien extrêmement direct avec l'agenda de l'action. Voilà. Et puis il y avait aussi un petit mot, je ne sais pas si tu veux dire qu'il y a un petit mot, Sarah, ou pas. Ou après, peut-être en bilatéral. Voilà. Ah oui, pardon. Oui. Sur les projets locaux, je pense. Voilà. Non, c'est certain, il faut agir au plus près des populations. Et alors nous, la francophonie, on le fait en essayant de monter des projets à valeur de démonstration, quoi, et de communiquer là-dessus. Alors pour l'instant, on a la possibilité de monter environ entre 15 et 20 micro-projets ou des projets qui bénéficient vraiment directement aux populations. Alors, par exemple, on a un programme Femmes et Climat, donc qui finance des projets menés par les femmes. Alors il y en a au Sénégal, à Kayar, là, sur les zones côtières vulnérables. Il y en a au Burundi. Enfin, je pourrais vous montrer le site web. Et puis on a un autre programme, c'est Objectif 2030, donc qui vise à promouvoir l'intégration des ODD dans les projets. Et là, c'est à peu près 5 projets par an à valeur de démonstration. Et on essaie de faire des films. Alors, il y a 5 films, des bons films, là, qui sont en cours de production. On en a fait un aussi sur la ville de Grand Bassam, là, faire une ville modèle durable à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est un peu comment on s'y prend. Et puis,
Toujours, après, on organise toujours des formations auprès des décideurs pour qu'ils intègrent le développement durable dans leur politique. C'est à peu près ça. Merci beaucoup en tous les cas. Portez la parole et puis à minima, pour qu'on soit bien tous compris et qu'on soit bien tous d'accord, je ne connais pas les noms de tout le monde, à part ceux qui m'ont donné leur carte, mais vous avez mes adresses email puisque vous les avez sur le stand à côté. Normalement, on devrait recevoir à minima une œuvre de vos régions, villes, territoires, associations, qui, je le rappelle, ce n'est pas pour nous, ce sera un truc collégial une fois de plus. Et porter la bonne parole, les médias, les radios. Alors on a pas mal de gens qui relayent les choses, mais plus on sera nombreux, plus ça commencera à être intéressant. Et j'aimerais vraiment avoir l'année prochaine, j'espère sur le pavillon de nos amis de la francophonie, une salle pleine. Parce que c'est vrai que chaque fois qu'on parle de ces sujets, les gens tout le temps nous disent c'est génial, vont voir les artistes, mais c'est quand même un sujet majeur. Et franchement, ça devrait être au haut de l'agenda. Voilà. Merci beaucoup.